à cette session sur les compétences dans l'enseignement supérieur. Je suis à la tête du syndicat des étudiants européens. Je serai modérateur de ce débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons revenir sur l'une des caractéristiques, l'une des choses dont on peut bénéficier ici, c'est la possibilité de voter. Nous allons voir qui est ici, votez pour dire si vous êtes déjà étudiant dans l'enseignement supérieur. Vous avez la machine de vote devant vous. Si vous êtes étudiant dans l'enseignement supérieur, vous appuyez sur le bouton vert, sinon sur le bouton rouge. Et si vous ne voulez pas qu'on le sache, appuyez sur le bouton blanc. All right, I'll give you another. Très bien, je vous laisse encore 5 secondes. And I'll close the... Et le vote est clos. Voilà, vous voyez sans doute le résultat. La majorité des personnes présentes ne sont pas encore dans l'enseignement supérieur et peut-être que certains ont déjà leur diplôme. Autre question. Pendant vos études, peu importe le niveau, avez-vous passé quelque temps à l'étranger? Là encore, bouton vert si vous avez déjà étudié à l'étranger, bouton rouge si ce n'est pas le cas et bouton blanc si vous ne voulez pas répondre. Je vous en prie. No, I think they opened all of them. All right, I'll close the vote. Très bien, le vote est clos. Là encore, une majorité de personnes qui n'ont pas étudié à l'étranger, c'est bon à savoir. Et nous y reviendrons tout à l'heure pendant cette session de travail. Vous l'avez déjà vu dans votre dossier. Nous allons ici parler des compétences dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, nous allons voir ce dont l'on parle réellement, quel est ce fossé des compétences, quelles sont les compétences que recherchent les employeurs aujourd'hui, quelles sont les compétences que nous donne le système d'enseignement supérieur et ensuite nous passerons à la question suivante, les périodes d'études à l'étranger, la façon dont Erasmus+ peut nous aider à développer les compétences nécessaires. Tout d'abord, je vous présente les membres du panel, les 5 invités qui ont accepté de participer à ce débat. À ma gauche, João Malheiro, peut-être que je ne prononce pas bien tous les noms, qui est psychologue des ressources humaines. Et cela fait 5-6 ans qu'il travaille dans le développement et la mise en œuvre des politiques de ressources humaines pour un groupe de business software qui s'appelle Primavera. Il est en charge du recrutement de personnel pour ce groupe. Je vous demanderai de l'applaudir afin de lui souhaiter la bienvenue. Next to me we have Attila. Ensuite, Attila Beres, né en Hongrie, architecte freelance. Dans le cadre de ses études à l'université de Budapest de technologie et d'économie, il a passé une période d'Erasmus en Finlande, à Oulu en 2004 et en 2008, il a créé son propre bureau d'architecture et depuis a participé à plus de 60 projets sur 4 continents avec un bureau d'architecture à Bergen. Son premier projet indépendant a reçu une mention honoraire d'un grand prix d'architecture en Slovénie. Nous lui souhaitons la bienvenue également. Ensuite, sur ma droite, Ting Yang, qui est en charge des comptes internationaux en Allemagne pour Havas Media. Elle vient de Taïwan et a fait un programme de maîtrise Erasmus Mundus aux Pays-Bas et en Espagne. Nous pouvons l'applaudir également.
À côté d'elle, Dr Christoph Hans, en charge des politiques d'éducation au département des ressources humaines professionnelles du groupe BMW à Munich. Il travaille dans la qualité de l'enseignement supérieur en Allemagne et dans le monde et il représente les employés dans le registre européen. Il a travaillé, il a étudié les études scandinaves et les sciences politiques. Bienvenue, Monsieur Hans. Et au bout de la table, Vanessa Debier-Sainton, qui est en charge du secrétariat pour la mise en œuvre des politiques d'éducation et d'Erasmus+. Avant de travailler à la Commission, elle travaillait pour la question de recherche et d'innovation. Avant de rejoindre la Commission en 2006, elle a travaillé pour des entreprises de pétrole, de produits chimiques. Elle a étudié dans ce domaine en France et au Canada. Donc, nous souhaitons la bienvenue aussi. Et n'oublions pas que tout au bout de la table, il y a Daphné qui nous aidera avec les aspects techniques de ce débat. Vous pouvez l'applaudir également. Bien évidemment, j'ai encore oublié une petite annonce d'ordre technique. L'interprétation est disponible en français, anglais et allemand. Si vous avez besoin de l'interprétation, mettez vos écouteurs et trouvez le canal adéquat. Canal 1 pour l'allemand, canal 2 pour l'anglais, canal 3 pour le français. Cette session est divisée en deux parties. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par mettre l'accent sur les compétences qui sont exigées par les employeurs aujourd'hui. Un débat qui nous permettra de voir s'il y a une divergence entre les compétences qui sont acquises par les étudiants dans le système d'enseignement supérieur et les compétences dont ont besoin les employeurs. Nous allons nous pencher sur toutes ces questions avec l'aide des panélistes et nous allons également vous donner la parole puisque bien sûr nous voulons savoir quelles sont vos préoccupations ou entendre vos commentaires. Et après ces 45 minutes environ, nous allons parler de la mobilité à l'étranger, l'internationalisation qui nous permet de développer les compétences nécessaires. Quelles sont les compétences que les étudiants et d'autres acquièrent à l'étranger? Quelles sont ces compétences que l'on peut développer à l'étranger et comment peuvent-elles contribuer à l'employabilité? Nous allons tenter de vous faire participer le mieux possible. Nous avons demandé aux panélistes de faire quelques présentations à titre d'introduction, 5 minutes chacun. Et ensuite, nous pourrons vous écouter. Si vous avez des questions, nous serons ravis de pouvoir y répondre. Mais avant de passer au vif du sujet, il faut dire que la Commission européenne a préparé une vidéo à guise d'introduction et donc Daphné va lancer cette vidéo qui ne sera pas interprétée vers le français. There are currently 5.6 million young persons unemployed in Europe. This is an unemployment rate of 23.6%. At the same time, there are over 2 million vacancies that employers are unable to fill because they cannot find people with the right skill. The demand for high-level skills is increasing day by day. Are higher education graduates adequately prepared for the job market? Only 42% of employers say yes. What are employers looking for? Teamworking skills, planning and organizational skill, ability to adapt and act in new situations, communication skills, analytical and problem-solving skills, reading and writing skills, critical thinking, ability to work with people from other cultures and backgrounds, decision-making skills. But how do we go about collecting these skills? All right, thanks for that. Yeah, it's not going to be a movie. Merci. Non, ça va pas être
un long film, 2 minutes seulement, ne vous relaxez pas trop. Alors, je vais maintenant me tourner vers Vanessa. La Commission européenne a beaucoup travaillé. Je demanderai donc à Vanessa si elle peut en dire un peu plus sur ce que l'on vient de voir et sur le point de vue de la Commission, les recherches lancées dans ce sens. Merci beaucoup, Roch. Quelques mots sur le contexte. Cette vidéo vous a présenté très brièvement les résultats des 3 études principales réalisées au niveau mondial et européen. La première étude a été réalisée par McKinsey et publiée au début de l'année. On a interviewé des employeurs de 9 pays différents, de diverses origines géographiques et socio-économiques, et ils ont constaté, vous avez pu le voir, que l'on arrive à trouver les compétences nécessaires. Alors, mais il faut savoir quand même ce que les entreprises recherchent comme compétences. Une autre étude a été réalisée parmi différents employeurs de tous les domaines, finance jusqu'à l'ingénierie, et on nous a dit que 3 choses sont recherchées. Premièrement, un savoir-faire spécifique dans le domaine concerné, mais tout aussi important, il recherche également des compétences en termes d'analyse et troisièmement l'expérience professionnelle par des stages, par des expériences de bénévolat, etc. Ce qui était intéressant également de voir dans le rapport McKinsey, c'était que les entreprises qui investissent du temps et des compétences et de l'argent dans des coopérations stratégiques avec les universités ont bien moins de mal à trouver les profils qu'ils recherchent. Et donc du coup, il sera très intéressant de découvrir l'avis des différents panélistes. Erasmus+ a pour objectif précisément de renforcer et d'apporter une meilleure aide à la coopération qui doit être renforcée entre universités et avec les organisations des jeunes ainsi qu'avec les futurs nouveaux employeurs. Et pour faire en sorte également que les différentes compétences soient remises aux différents jeunes en termes d'expérience professionnelle également, de stages à l'étranger, etc. Nous y reviendrons plus tard, j'en suis sûr. Merci. Je me tourne maintenant vers les autres panélistes. Vous avez constaté que nous avons des représentants, tant des employeurs que d'autres acteurs, et donc nous allons essayer d'entendre différents commentaires. Je me tourne tout d'abord vers Christophe avec une question. Quel est votre point de vue? Quelles sont les compétences recherchées quand vous recrutez de nouveaux candidats? Comment est-ce que vous les classeriez en termes de compétences permettant l'accès à l'emploi et en liant ceci avec le système de l'éducation formelle? Je vais essayer de répondre de la façon la plus précise possible. À nos yeux, il est très important que les diplômés qui sortent des établissements d'enseignement supérieur et qui recherchent un emploi soient employables, comme on dit aujourd'hui. Alors, effectivement, cela signifie une combinaison de différentes compétences et aptitudes. Mais tout débute par la meilleure éducation possible dans le domaine fonctionnel étudié. En combinaison avec ceci, vous avez également besoin de compétences sociales, personnelles. Citons par exemple la gestion de conflits dans le domaine de la communication, mais également des compétences méthodologiques. C'est très important. En outre, dans la petite vidéo, nous avons pu découvrir que ce qui est très important lors de la carrière professionnelle, c'est l'aptitude à gérer des projets. Dans le domaine dans le monde du travail, vous devez gérer des projets dans un temps donné, avec une enveloppe donnée et en poursuivant un objectif précis. Saisissez donc toute possibilité vous permettant d'apprendre ces compétences, ces aptitudes pendant vos études. La meilleure façon d'y parvenir, c'est de contacter
le monde professionnel. Contactez et essayez d'être en contact avec les entreprises via des stages. Quand on discute avec les établissements de l'enseignement supérieur, nous n'avons de cesse de les convaincre qu'ils doivent essayer d'intégrer les stages dans le programme d'études. Pour nous, ces stages doivent durer au moins 6 mois. Pendant ces 6 mois, chaque étudiant aura la possibilité de s'intégrer dans un vrai projet porté par l'entreprise, pourra découvrir les différentes phases du projet et de la gestion du projet au sein de l'entreprise. En outre, nous proposons des stages non seulement à Munich, où se trouve le siège de notre société, mais à Munich, on a plus de 4000 stages à l'année. Donc pour nous, il est très important de soutenir les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants également, en leur donnant la possibilité de jeter un coup d'œil sur le monde professionnel et sur l'activité des entreprises par une activité pratique. Peu importe de quel type de programme d'études il s'agit, les plus diplômés que l'on recrute ont bien sûr un passé dans l'ingénierie ou dans l'informatique, mais nous recrutons également dans le secteur social des psychologues et d'ailleurs on a même 2 ou 3 théologiens dans notre entreprise et qui travaillent dans le domaine de l'éducation, de la formation, du développement personnel au sein de l'entreprise. Donc vous voyez que la diversité des profils est très importante. En fin de compte, en combinant les différents domaines de compétences et d'aptitudes dont on a besoin, c'est au fond toujours la personnalité individuelle qui est l'élément important et qui déclenche le recrutement d'un diplômé ou non. En tant qu'entreprise, nous devons être convaincus que le diplômé en question est la bonne personne que l'on recherche. Et le diplômé, la diplômée doit décider de savoir si BMW est le bon employeur ou non. Donc c'est une combinaison de différents domaines de compétences et d'aptitudes, de faire état d'expériences pratiques et de détenir une personnalité telle que l'on peut travailler ensemble et que l'on peut développer une carrière professionnelle au sein de l'entreprise. Merci. Vous voyez que le public a fort apprécié. Je me tourne vers Zhao, qui représente un autre secteur d'activité peut-être. On a BMW, un grand groupe multinational avec plusieurs milliers de salariés. D'autre part, Zhao représente une entreprise qui a à peu près 300 salariés et qui travaille sur les nouvelles technologies et l'informatique. Il serait intéressant de savoir ce qu'il pense de tout cela. Merci Roch pour ces quelques mots de présentation. Tout d'abord, je ne suis pas certain d'avoir des idées très divergentes de celles de Christophe. Mais bon, je vais essayer de dire ce que je pense de tout cela. Quand il s'agit de recruter un nouveau diplômé, alors nous nous demandons tout d'abord quelles compétences techniques il doit offrir et quel secteur d'activité sera son domaine. Si on engage quelqu'un dans le marketing ou dans l'informatique, cela ne demande pas les mêmes compétences. Hormis ceci, il y a beaucoup de compétences génériques que l'on recherche de toute façon. La plupart sont liées au marché que l'on connaît aujourd'hui, qui est un marché en pleine mutation rapide, avec des technologies ultramodernes qui sont dépassées au bout de 2 ans. Donc quand nous recrutons
un diplômé, nous recherchons avant tout quelqu'un qui peut s'adapter. Et nous sommes un secteur novateur. Et donc, nous n'avons pas peur des gens qui expriment leurs idées. Dans l'internationalisation, nous recherchons des gens qui recherchent une expérience à l'étranger, ce qui est intéressant pour ce panel notamment. En effet, quand on forme une équipe dans un pays éloigné du Portugal, ce n'est pas difficile d'être loin du Portugal puisque nous sommes très en périphérie, eh bien, ça peut pour certains paraître une aventure, un grand voyage, et tout le monde ne souhaite pas forcément s'embarquer dans cette aventure. Et du coup, quand nous recrutons des diplômés, nous devons nous demander si cette personne est apte à se lancer dans l'aventure, non pas aujourd'hui ni dans 6 mois, mais lorsque le moment sera venu. Est-ce qu'il ou elle sera à même de prendre son baluchon et de prendre la route? Eh bien, ceci doit s'accompagner de compétences, des compétences dans le domaine de la prise de décision. C'est important dans ce monde en mutation rapide. Ce qui peut être juste aujourd'hui, eh bien, demain, ça ne sera peut-être pas la bonne voie à suivre. Certaines personnes peuvent prendre des décisions de façon autonome, assumer une responsabilité, prendre les bonnes décisions. Et il est vrai que nous devons tous grandir ensemble. Nous pensons que l'entreprise ne peut grandir que si tout le monde rame dans le même sens, si les gens grandissent eux-mêmes. Nous cherchons des jeunes qui doivent se sentir à l'aise. Chez nous, au bout d'1 an ou 2, si vous êtes à votre aise, vous n'allez plus proposer de nouvelles idées à l'entreprise. Or, nous voulons que les idées nouvelles continuent à émerger, même si toutes les idées ne sont pas forcément bonnes. En tout cas, on essaye de développer, de promouvoir les nouvelles idées. Bon, je vais essayer de résumer. La volonté à prendre certains risques, les compétences en termes de prise de décision, compétence qui peut être développée, qui doit être développée d'ailleurs pendant le programme de stage ou lors des premières années de carrière professionnelle. Mais tout cela est déjà quelque part déjà en vous et vous devez les développer vous-même. Alors la possibilité de s'adapter également, c'est au centre de nos activités, en tout cas pour l'informatique. Si vous êtes un développeur de logiciels, aujourd'hui vous programmez dans un langage donné et demain vous devrez programmer dans un autre langage. Et donc vous devez être à l'aise face à ces changements. C'est les marchés qui le demandent aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour l'essentiel pour l'instant. Roch, c'est à vous. Merci. So now we have 2 insights. Très bien, nous avons maintenant des informations plus précises sur les compétences que recherchent les employeurs. Maintenant, nous allons entendre Kim qui va nous dire ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle cherchait un emploi, quelles sont les compétences qui semblaient nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Kim sera la première à intervenir, puis nous entendrons notre ami hongrois. Bonjour à tous, je viens de Taïwan. Je pense que la plupart d'entre vous sont européens, donc je vais vous présenter une perspective un peu différente. J'ai fait des études européennes aux Pays-Bas et en Espagne.
Très honnêtement, cela a été très difficile pour moi au début que d'entrer sur le marché du travail, puisque j'ai étudié les sciences politiques, la culture, il y avait également des éléments scientifiques. C'est très intéressant, passionnant, mais après avoir obtenu son diplôme, il faut avoir un emploi qui soit en contact direct avec la réalité. Et très honnêtement, dans le domaine du marketing, de la publicité, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Toutes les compétences sociales que j'ai pu obtenir, je les ai acquises par le biais de cet élément de mobilité. J'ai très rapidement pu m'adapter à ce qui se passait autour de moi. Je faisais preuve de flexibilité et je devais de toute façon faire preuve de flexibilité pour accepter tous les défis qui se sont présentés à moi. Grâce à la mobilité, grâce à tous ces changements de pays, en travaillant, en étudiant différents domaines, j'ai pu également faire face à différentes cultures, ce qui est particulièrement important pour chacun d'entre vous qui, à l'avenir, serait confronté à cela. Puisque le monde devient de plus en plus petit et à un moment ou à un autre, vous vous rendrez dans un autre pays d'Europe ou même vous quitterez l'Union européenne. Il y a également des compétences telles que les compétences linguistiques qui sont vraiment essentielles. Et vous êtes encore tous très jeunes, vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Il faut apprendre 2 langues au moins, apprendre le plus possible. Ces compétences linguistiques sont justement celles qui vous permettent de mieux vous adapter à ces changements et à saisir ces chances qui se présentent à vous. Encore une chose, la capacité de résoudre des problèmes. C'est une compétence que l'on utilise chaque jour lorsque l'on vit à l'étranger. Il y a des problèmes qui surviennent à chaque instant pratiquement. Et donc, il faut savoir rester zen, rester calme lorsque l'on est confronté à tout cela. Là aussi, c'est très important. Dans le monde de la publicité, il y a également des défis liés à la gestion de projets. Il faut savoir faire beaucoup de choses et on peut s'adapter à cela dès maintenant. Il faut pouvoir jongler avec beaucoup d'éléments en même temps. Par exemple, il faut travailler sur ce que l'on fait, il faut interagir avec les autorités, l'employeur, toutes les personnes qui nous entourent. Voilà, c'est ici assez général puisque j'ai étudié les sciences sociales. Mais voilà donc ce qui m'est venu à l'esprit pour le moment. And finally, Très bien, et pour finir, nous allons écouter Attila qui va nous faire part de ses idées sur cette question, notamment puisqu'il a ouvert son propre bureau d'architecture et nous allons voir si l'enseignement qu'il a reçu l'a aidé dans tout cela. Merci, je vais vous parler de mon histoire. J'ai commencé mes études à l'Université technologique de Budapest au bout de 3 ans. J'ai participé à un programme d'échange Erasmus et j'ai ainsi étudié dans le nord de la Finlande, près du cercle polaire. Et j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience là-bas. Ensuite, je suis rentrée en Hongrie pour finir mes études. Après donc ces études en Finlande, je suis rentrée chez moi et j'ai suivi un stage en Norvège. Je pense que nous sommes tous d'accord sur une chose. Il faut participer aux programmes d'échange qui sont proposés par l'Union européenne. Cela représente une véritable chance. Ainsi, on peut par exemple comparer ses compétences avec celles des autres. On rencontre de nombreux étudiants de différents pays et un peu apprendre d'eux. On peut également voir où l'on en est par rapport à eux, voir si ses propres compétences sont adéquates ou non.
Et ce qui est bon est que l'on peut réagir suffisamment tôt grâce à cela. Réagir bien avant d'entrer sur le marché du travail. Cela représente une possibilité de développer les compétences qui, d'après vous, ne sont pas nécessairement encore suffisamment bien développées à ce stade. J'ai rencontré de nombreuses personnes de différents pays du monde et j'ai vu qu'il y avait vraiment de nombreuses solutions pour résoudre un seul et même problème. Grâce à ces expériences, j'ai pu comprendre que je pouvais améliorer les choses et pas simplement mettre l'accent sur l'architecture et les sciences. Par exemple, vos loisirs peuvent également beaucoup vous servir par la suite si vous ne vous concentrez pas uniquement sur votre principal domaine d'études. Alors on sait très bien qu'il y a un fossé de compétences et je pense que ces systèmes d'échange universitaires peuvent permettre d'ouvrir les yeux sur les compétences que l'on doit encore développer. Très bien, merci aux différents intervenants. Avant de vous donner la parole pour vos questions et commentaires, nous allons avoir un vote sur la base de ce que vous avez entendu et sur la base de votre propre avis. Pensez-vous que le système d'éducation vous dote des compétences nécessaires pour être employable ? Si vous votez oui, cela signifie que vous pensez que grâce au système d'éducation, vous avez les compétences nécessaires. Si vous votez non, ça veut dire que vous ne pensez pas que c'est le cas. Et puis, bouton blanc si vous ne savez pas. I'll close the voting in 2 seconds. Encore 2 petites secondes. Nous allons voir le résultat. Une majorité, petite majorité, qui pense que l'éducation vous permet de développer les compétences nécessaires. Et maintenant, nous vous écoutons. Si vous avez des questions, si vous voulez expliquer votre position, nous serons ravis de vous entendre. Vous pouvez également poser des questions aux intervenants. Y a-t-il des demandes ? Je vous en prie. Bonjour, Monica, je suis lituanienne. Je suis ravie d'être ici, de pouvoir vous écouter. J'ai une question. Qu'en est-il de l'expérience professionnelle, des stages? Est-il important pour les employeurs d'avoir des personnes qui ont une bonne formation mais également une expérience? Je veux savoir ce qu'il en est donc de l'expérience et des stages. Très bien, avant de répondre, nous allons peut-être écouter plusieurs questions. Nous allons grouper les questions avant de répondre. Yeah. Okay. Hi, I'm. Bonjour, Madalina de Roumanie. Lorsque vous recrutez quelqu'un, est-il important que cet étudiant ait participé au travail d'une ONG, par exemple? Je suis membre d'une ONG, nous avons 5 ou 6 projets par an. Ils sont assez complexes, ce qui permet d'avoir une expérience intéressante, mais ce n'est pas une expérience professionnelle formelle en tant que telle. Là, on doit travailler avec les autorités locales, des entreprises, etc. Donc, j'aimerais savoir dans quelle mesure cela a de la valeur sur un CV lorsque l'on postule pour un emploi. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, Venoreka. Je viens de l'organisation pour la compréhension. Nous travaillons sur les échanges entre lycées. J'aimerais savoir pourquoi l'on met l'accent uniquement sur l'enseignement supérieur. Ici, dans cette salle, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans le secondaire et il y a également des possibilités d'échange dans le secondaire. Alors pourquoi ne pas promouvoir la mobilité à tous les niveaux de l'éducation? Merci. Nous allons maintenant écouter les membres du panel qui souhaitent répondre en premier. Et peut-être encore une question à ajouter. Vanessa va tout à l'heure nous présenter les possibilités que représente Erasmus+.
qui ne concernent pas simplement l'enseignement supérieur. Il y a également d'autres volets qui nous seront présentés plus tard. Qui souhaite prendre la parole? Eh bien, je peux répondre à la première question et peut-être que Christophe répondra à la deuxième. Alors bien sûr, si vous avez de l'expérience, c'est toujours un plus. Nous travaillons avec les gens et en tant que professionnel, on voit que l'on soit passé par l'enseignement supérieur ou pas, tout cela, ce n'est qu'un début. Si vous avez une expérience, quelle qu'elle soit, cela signifie que vous avez développé des compétences. Pour toute personne qui recherche un emploi, le principal défi, c'est de pouvoir mettre en avant cette expérience et montrer quelles sont les compétences que cette expérience vous a permis de développer. La plupart des gens ne développent pas suffisamment ce point. Par exemple, vous pouvez dire j'ai travaillé dans un supermarché, j'ai travaillé pour une ONG, pour revenir sur la deuxième question qui a été posée. Vous pouvez dire par exemple j'ai travaillé avec des clients, donc je sais comment répondre à leurs plaintes, ou alors au sein de l'ONG, je travaille sur différents projets et je dois faire face à des problèmes au quotidien. En fait, tout dépend bien évidemment du type d'ONG dont il est question. Bien sûr, il s'agit là de plus. Et il revient à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de savoir ce que vous voulez développer, comment le développer. Par exemple, cette expérience, ces stages, ce travail en ONG sont tout à fait importantes pour se préparer au marché du travail. Christophe? Oui, ce dernier point est très important. Chacun d'entre vous doit décider du type de travail qu'il recherche, du type de compétences qui sont nécessaires pour pouvoir y parvenir. Alors, dans un monde parfait, de notre point de vue, de la perspective de BMW, le mieux, c'est de recruter des diplômés qui ont déjà fait des stages au sein de notre entreprise ou qui ont rédigé leur mémoire sur notre entreprise. Mais l'on recrute bien plus de personnes que celles qui ont fait des stages chez nous, chez BMW. Il faut donc voir quelles sont les compétences concrètes de chacun. On peut avoir des compétences parce que l'on a travaillé pour une ONG ou au sein d'autres institutions. Tout ne se limite pas à l'entreprise ou à l'institution donnée. Ça dépend aussi des compétences de chaque personne, des compétences que chaque personne souhaite apporter à l'entreprise pour laquelle elle postule. Cela s'applique aux étudiants, aux diplômés de l'enseignement supérieur, mais pas seulement. Pour nous, il est également important d'avoir à la fois des connaissances théoriques, mais aussi une expérience pratique, des connaissances pratiques, quel que soit le type d'études suivies. Il y a par exemple l'enseignement professionnel ou alors des programmes d'études différents. En Allemagne, nous avons ce qu'on appelle un système duel qui signifie que nous pouvons combiner le théorique et dans les instituts d'enseignement avec le pratique dans le monde du travail. Et chacun des deux volets doit avoir un rôle entier à jouer. Et ce principe
existe donc pleinement dans l'enseignement supérieur. Nous avons de nombreux programmes d'études qui permettent de combiner un élément théorique, donc l'élément théorique apporté par les instituts d'enseignement supérieur, avec le côté pratique dans les entreprises. Et donc il y a une coopération étroite entre l'enseignement supérieur d'une part et d'autre part les entreprises. Il ne s'agit pas ici de former des étudiants pour un emploi donné au sein d'une entreprise bien précise, c'est plus général. Cela porte sur un domaine ou sur un type d'emploi qui est plus ou moins le même, quelle que soit l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, il y a une coopération de ces deux secteurs qui travaillent ensemble sur les programmes que suivront les étudiants. Un très bref commentaire. Tout d'abord, les stages. Sur la base de ma propre expérience et de celle des personnes qui m'entourent, je pense que les stages aident vraiment à trouver un emploi. Il faut tenter de trouver un stage qui vous fait vraiment participer à des projets plutôt que d'avoir un stage qui consiste à aller faire du café, qui sont peut-être beaux sur un CV mais qui ne nous aideront pas vraiment à l'avenir si vous n'avez pas fait grand-chose. Deuxième point, le travail au sein d'une ONG. Je pense que le travail en ONG, notamment ce que vous avez dit, la gestion de projets complexes en parallèle, c'est très positif. Ça signifie que vous pouvez gérer plusieurs choses en même temps, gérer des projets, tout cela sur une base bénévole. C'est très impressionnant. Cela signifie que vous êtes indépendant dans votre travail. Vous avez également ce sens des responsabilités. Et ce sont autant d'éléments que l'on peut mentionner sur un CV au moment de postuler pour un emploi. En ce qui concerne la mobilité dans l'enseignement secondaire, je pense que le plus tôt est le mieux. Si l'on prouve que l'on peut être mobile à un stade très précoce, cela signifie que l'on est suffisamment mûr pour faire face à tout type de défis dans la vie plus tard. Je vous donne la parole si vous avez encore une ou deux questions. Okay, I'm Urban. Bonjour, Urban, je viens de Slovénie, je suis au lycée. J'aimerais savoir quel est le meilleur âge pour obtenir un diplôme et tenter de trouver un emploi. Y a-t-il un âge limite au-delà duquel il ne faudra pas être encore étudiant? Ou alors est-ce que cela n'est pas si important que cela? So, hi, I'm from Malta. Bonjour, je viens de Malte. J'aimerais savoir dans quelle mesure vos organisations utilisent ou bénéficient des fonds communautaires, Erasmus ou autres encore, pour votre main-d'œuvre. Encore une question au fond. Bonjour, Pascal, je suis allemand. Voici ma question. Cherchez-vous plus des spécialistes ou des généralistes, puisqu'aujourd'hui les études sont souvent interdisciplinaires, sciences politiques, économie, droit. Si vous cherchez quelqu'un notamment pour les ressources humaines, est-ce que vous cherchez quelqu'un qui a fait des études plus d'administration, des affaires, ou alors quelqu'un qui a une perspective plus générale? En ce qui concerne la question de l'âge, j'espère que vous n'arrêterez jamais d'apprendre et que vous n'arrêterez jamais de vous instruire. Il est essentiel de garder cela à l'esprit, puisque lorsque vous quittez un programme d'études, lorsque vous obtenez un diplôme, c'est un ticket d'entrée pour le marché du travail. Mais il faut continuer à apprendre tout au long de sa vie. Il faut continuer à développer ses compétences tout au long de la vie. De notre point de vue, il est essentiel de s'instruire en ayant un but. L'âge, ce n'est pas le plus important.
Que vous ayez 22 ans, 28 ans, 35 ans, ce n'est pas là le plus important. Ce n'est pas l'âge du premier emploi qui est le plus important. Il faut être une véritable personne solide, avoir des compétences solides, avec un réel objectif dans la vie. Et en définitive, il faut pouvoir convaincre l'entreprise, l'employeur que vous êtes le mieux placé pour obtenir cet emploi vacant. C'est ça le plus important. Ça ne se résume pas à l'âge du candidat. Est-ce que l'on recrute plutôt des spécialistes ou des généralistes? La réponse est les deux. Tout dépend du type de poste pour lequel on recrute. Nous avons besoin des deux, des spécialistes et des généralistes. Et en définitive, il faut voir quelle est la demande, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour tel ou tel type de poste. Par exemple, à BMW, il n'y a pas de réponse vraiment claire. Nous avons besoin des deux, des généralistes, des spécialistes. Il nous faut des personnes très différentes au sein de l'entreprise. Mais je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Christophe. L'âge, ce n'est pas un élément clé. Et il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Si l'on arrête d'apprendre, on arrête de se développer soi-même. Et l'on peut commencer à travailler, que ce soit même du travail bénévole ou autre, avoir des contacts avec donc ces questions concrètes et pratiques de la vie rapidement. Mais ce n'est pas là non plus le plus important. Si l'on a sa première expérience professionnelle à 25 ans, cela peut signifier que vous avez vraiment mis l'accent sur vos études avant cela. Donc ce n'est pas ici l'élément le plus important pour nous. Quelqu'un a posé une question sur le plus que représente le fait d'avoir étudié à l'étranger. Je pense que nous allons y revenir un peu plus tard et donc je ne répondrai pas à cette question pour le moment. Quant au profil que nous recherchons, là encore, cela dépend. Ce n'est pas la question la plus importante. On cherche parfois des généralistes et parfois on recherche des spécialistes dans des domaines précis. Nous pouvons donc ici résumer la question à la chose suivante. Comment vous imaginez-vous les prochaines années ? Parce qu'il y a des postes pour ces deux types de profils. C'est à vous d'en décider, c'est à vous de développer les compétences requises. Donc il faut voir où l'on veut se positionner, sur quoi l'on veut mettre l'accent, quels sont les objectifs, qu'ai-je envie de faire, où aimerais-je être dans les prochaines années de ma vie. Et il faut ensuite poursuivre cet objectif. All right. I'll conclude the first part. Très bien. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Pas de pause pour vous. Vous en aurez une dans 45 minutes. Deuxième partie du débat. Qu'apporte la mobilité à l'employabilité? Donc on peut résumer cette question ainsi. Pourquoi est-il positif d'avoir cette mobilité et d'aller dans un autre pays? Il ne s'agit pas seulement de mettre de la distance entre vous et vos parents. Il y a également des éléments plus concrets. Nous allons voir encore une vidéo en guise d'introduction à cette deuxième partie.
et ne vous endormez pas pendant que les lumières seront éteintes. Erasmus Plus program will provide mobility opportunities for over 4 million Europeans to study, train and gain work experience abroad. The program aims to bridge the worlds of education and work in order to tackle the skill gaps we are facing in Europe. Participating in these programs equips young people with skills that result in better chances in the labour market. Erasmus Plus. Changing lives, opening minds. Teamworking skills. Planning and organizational skills. Ability to adapt and act in new situations. Communication skills. Analytical and problem-solving skills. Reading and writing skills. Critical thinking. Ability to work with people from other cultures and backgrounds. Decision-making skills. Over 75% of former Erasmus students plan to or can envision starting their own company after having trained abroad. 36% of Erasmus traineeship students receive job offers from the enterprise where they do their training. Mobile students have half the risk of being long-term unemployed. Even 5 years after graduation, the unemployment rate of mobile students is still 23% lower. They increase their chances of having a managerial position 10 years after graduation by 20%. They are assigned greater professional responsibility more frequently, according to 64% of employers. Their jobs are more likely to have characteristics of internationalization. Former Erasmus students are 11% more likely to have moved abroad for their job 10 years after graduation compared to non-mobiles. Erasmus Plus is improving and extending mobility opportunities in higher education. It is also fostering cooperation between education, research and business while supporting policy reforms in political decision-making. Féléves németországi ösztöndíjam során sokkal önállóbb és magabiztosabb lettem, hiszen egy idegen országban, egy idegen egyetemen kellett helytállnom, és mindenféle problémát saját magamnak megoldanom. Ez nekem később a televíziós újságírói pályámban nagyon sokat segített, mert azt gondoltam, ha ott megálltam a helyem, akkor azok után bármilyen helyzetben képes vagyok helytállni. All right. Before we'll... Bien, avant de passer aux questions, nous allons faire un petit sondage rapide pour voir si vous êtes encore capable de le faire. Une question simple. Est-ce que vous pensez que la mobilité est bonne? Oui, bouton vert. Non, bouton rouge. Et pour ceux qui sont indécidés, qui ne savent pas que dire, le blanc. Eh bien, apparemment, nous avons plutôt réveillé beaucoup de personnes qui étaient endormies avant. C'est une bonne chose. Je vois beaucoup de votants. Alors, c'est une bonne chose pour la majorité concernant la mobilité. Et nous allons voir pourquoi la mobilité est positive. Je vais demander tout d'abord à Attila, peut-être, de nous expliquer comment son expérience de mobilité l'a aidé à se développer, soit des compétences précises ou générales, et comment celle-ci l'a aidé dans son premier emploi.
Eh bien, je vois encore qu'il y a encore 6 personnes qui pensent que la mobilité n'est pas utile. Bon, il en reste 6. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de chiffres, et il est facile de dire que la mobilité permet de développer le travail en équipe, la communication, développe votre esprit, vous voyez les choses sous différentes perspectives, vous trouvez plusieurs solutions au même problème. Bon, autant de choses très théoriques. Et peut-être qu'il est plus intéressant pour vous d'entendre peut-être mon histoire personnelle, plus concrète. J'ai étudié l'architecture en Finlande. Dans le cadre de ma formation, on a participé à 3 séminaires internationaux qui nous ont permis de travailler avec des étudiants locaux de différents pays du monde entier. Et tous ces ateliers étaient dirigés par des architectes du monde entier. Un de ces ateliers était dirigé par Todd Sanders, architecte canadien qui habite en Norvège. Son atelier était très intéressant. Il était lié aux compétences. Il estimait que pour développer un projet à partir d'idées, et si on veut aboutir d'ici à 1 semaine, 2 semaines, il suffit d'avoir les bonnes idées et ensuite la réalisation s'en suivra. À la fin de cette période, il m'a proposé un stage en Norvège. Ensuite, je suis rentré en Hongrie pendant 2 ans pour terminer mes études et j'ai eu la possibilité de me préparer au travail dans un cabinet d'architecte international. Pendant mon stage de 6 mois en Norvège, j'ai cumulé beaucoup d'expériences. Et ceci a déjà été évoqué d'ailleurs. J'ai compris qu'il ne faut jamais cesser d'écouter et d'apprendre. J'ai fait l'expérience, j'ai accumulé des expériences suffisantes pour lancer mon propre cabinet. L'entreprise a coopéré dans beaucoup de projets et j'ai eu la possibilité sur cette base de participer à la conception de bâtiments destinés à différents continents. À la fin de ma période de stage, on m'a proposé un emploi en Norvège et même si je suis rentré chez moi et j'ai décidé de travailler à distance depuis la Hongrie, je comprends que l'emploi, c'est l'objectif du système éducatif. Nous pouvons tous nous concentrer là-dessus, au fond. Merci Attila. Même question à Ting, qui a une expérience de mobilité plus mondiale encore, disons. J'ai déjà évoqué un certain nombre de choses concernant les avantages que j'ai retirés du fait d'être extrêmement mobile. Vous êtes tous Européens. En Europe, il est très simple d'être mobile, très très simple. Il vous suffit vous n'avez pas de problème avec les institutions, avec les visas de travail. Et donc, pour faire les choses simples, vous pouvez commencer en Europe. Si vous êtes plus aventurier, sortez, partez, découvrez le monde entier. J'ai compris comment gérer différentes personnes de différentes cultures. Comment arriver à travailler dans un environnement international. Je travaille dans une agence de médias à Francfort avec 10 nationalités différentes à peu près au même étage et chacun a une différente façon de procéder. Nous devons connaître les objectifs précis et savoir comment arriver à les gérer. Et ça, on n'apprend pas forcément quand on reste pendant longtemps au même endroit. C'est une compétence que l'on doit acquérir en voyageant, en rencontrant d'autres personnes, en les découvrant, en les écoutant, en étant à même de les comprendre. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est tourner vers les autres cultures, c'est un aspect positif. Autre chose encore, le fait d'être flexible tout en connaissant ses objectifs. Il est vrai qu'en cours de route, il est facile de se perdre.
Vous êtes tous très jeunes, vous avez beaucoup de rêves, d'idées pour l'avenir, mais il faut garder une chose en tête, à savoir ce que vous voulez précisément obtenir. Vous pourrez trouver des définitions peut-être, mais vous devez vraiment savoir quel est votre objectif ultime. Ne jamais le perdre de vue. On parle de la compétence analytique. Je ne veux pas parler des compétences analytiques dans le sens traditionnel, être bon à Excel, etc. Bon, c'est important, certes, mais également être à même d'analyser votre environnement et de prendre les bonnes décisions qui collent à cet environnement. Si votre environnement est très évolutif, vous devez vous adapter aux différents modes de comportement, différentes compétences, points de vue, modes d'expression. Et ce n'est pas facile à acquérir du tout quand vous restez toujours au même endroit. Voilà, je crois, ce que je peux vous présenter sur la base de mon expérience. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la perspective de l'employeur pour savoir ce qu'il pense et pourquoi ils estiment que les compétences que vous ramenez de l'étranger sont bonnes et lesquelles sont-elles. Donc, tout d'abord, quand vous recrutez Jean, quelles sont les expériences spécifiques qu'ils doivent amener de l'étranger? Alors, nous avons pris connaissance des données et des expériences des premiers intervenants. Ça serait dur de ma part de dire que ce n'est pas utile. Donc, c'est l'inverse précisément. Pour moi, c'est très utile. Je vais rebondir sur quelque chose que Ting a dit précédemment. Quand elle étudiait à l'étranger, elle a été confrontée à des tâches de gestion de plusieurs projets en même temps. Eh bien, on peut comprendre ça facilement. Vous êtes confronté à différents pays, différentes cultures, différentes langues. Vous ne connaissez pas l'endroit ni les gens que vous rencontrez. La façon dont les cours sont enseignés sur place, et cependant, vous devez quand même mener à bien votre programme d'études. Ça, c'est le multitasking et une vraie gestion des études. Et j'aimerais dire clairement que l'expérience ne suffit pas à se vendre. Si vous décidez d'aller à l'étranger, pour une raison X, Y, vous avez un objectif en tête, vous l'exécutez, vous le menez à bien, et quand vous recherchez un emploi, souvenez-vous-en, car les employeurs veulent savoir pourquoi vous êtes parti à tel ou tel endroit. Les raisons peuvent être différentes, mais ce qui est important, c'est de savoir précisément pourquoi vous souhaitiez vous y rendre. Et pour ce qui est du volet compétences de la question, nous avons vu les données, nous avons vu les tendances. Les gens qui n'ont pas étudié à l'étranger ont également certaines compétences, mais il est plus probable que les aptitudes à l'adaptabilité soient plus développées dans un autre environnement. Bon, pour l'aspect linguistique et multiculturel, c'est évident, mais pour la résolution de problèmes, ce n'est pas évident. Si vous-même vous décidez d'aller à l'étranger, vous devrez peut-être vous en souvenir. Quand vous vous rendez dans un pays très différent des pays européens, comme l'Angola ou le Mozambique, vous recherchez des gens qui peuvent vraiment s'adapter, qui sont aptes à faire face à des risques, à évoluer dans un environnement qui représente de grands défis, loin du confort européen. Vous trouverez ça bizarre peut-être, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien quitter leur petit confort. Beaucoup essayent de le faire pendant les études et étudient à l'étranger. Il a des avantages moins évidents également. Je pense que lorsque vous étudiez à l'étranger,
vous êtes confronté à différents problèmes que vous n'auriez pas rencontrés si vous aviez étudié dans votre propre pays, dans votre ville du coin peut-être, en vivant chez vos parents. Eh bien, ceci vous permet de développer des stratégies pour faire face à des situations diverses, stressantes, et qui peuvent répondre aux besoins du monde du travail. Le monde du travail connaît le stress également, donc ça peut être un avantage. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je souhaiterais ajouter quelques éléments supplémentaires. Nous sommes tous d'accord, bien sûr, pour dire que la mobilité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit sont autant d'éléments qui apportent une valeur ajoutée claire pour nous tous. De même pour la transition du monde éducatif au monde du travail. D'autre part, dans un monde idéal, il serait bon non seulement d'étudier à l'étranger, mais également de suivre un stage à l'étranger. Car à ce moment-là, vous accumulez de l'expérience relevant également du monde du travail, de la pratique professionnelle dans un environnement inconnu. À nos yeux, c'est là un plus évident par rapport à tous les autres diplômés qui recherchent un emploi chez BMW ou dans d'autres entreprises. Être capable d'agir de façon réussie dans un environnement inconnu, c'est un des aspects que l'on essaye de cibler lorsque des diplômés recherchent un emploi chez BMW. Qu'ont-ils fait dans un pays étranger? Comment ont-ils réussi à survivre? Comment ont-ils réussi à percer, soit via un programme d'études, soit dans la société, soit pendant leur stage? D'autre part, les compétences interculturelles, à savoir être à même de communiquer avec des gens issus d'autres pays, d'autres cultures, d'autres provenances géographiques, c'est un aspect crucial de notre activité au quotidien. Nous avons des fournisseurs dans le monde entier. Nous devons communiquer avec eux. Nous devons gérer des projets avec eux. Et nous avons bel et bien besoin de gens de part et d'autre dans l'entreprise BMW et dans les entreprises des équipementiers pour pouvoir communiquer sur les mêmes projets en vue d'un seul et même objectif, tout en étant en mesure de mener à bien le projet. Et donc, toute expérience acquise à l'étranger est très importante et très utile pour le fonctionnement au quotidien, où que ce soit dans le monde. Merci. La mobilité est bonne à divers titres, nous l'avons entendu. Ouverture d'esprit, aspect interculturel, qui est certainement en tête de liste, mais il y en a beaucoup d'autres également. Il y a 25 ans, l'UE a déjà découvert cela lors de l'établissement du programme Erasmus. Le programme est encore en cours, avec plus de fonds encore aujourd'hui. La Commission européenne a proposé une forte augmentation. Nous aurons donc une plus grande part du budget pour ce programme. Et Vanessa va maintenant nous présenter les nouvelles opportunités du programme et les possibilités d'y participer. Merci, Roch. Effectivement, Erasmus+ va offrir plus de possibilités pour les jeunes à l'avenir. C'est non seulement destiné à l'enseignement supérieur, c'est pour ça que ça s'appelle plus, mais cela couvre tous les programmes Erasmus, mais également Leonardo pour la formation professionnelle, Comenius, éducation scolaire, Grundvik pour l'éducation des adultes, Erasmus Mundus pour la dimension internationale, pour ceux
qui sont plus aventuriers, et également la participation des jeunes avec un échange volontaire. Il y a Erasmus Press avec une grande augmentation budgétaire, 40%. Le Parlement a donné son accord pour cet accroissement et l'innovation fait partie de tout cela. Tout le monde croit qu'il est bon de participer au développement des compétences pour trouver une Europe prospère et sortir de la crise. Qu'allons-nous offrir? Nous allons offrir des opportunités de mobilité pour plus de 4 millions de personnes. Et pour qui précisément? 2 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur. C'est une forte augmentation. Cela nous a pris quasiment 26 ans pour couvrir 3 millions d'étudiants Erasmus. Parmi les établissements, il y aura la possibilité pour que 450 000 bénéficient d'un échange. Il sera possible également d'assurer 600 000 échanges et de soutenir 50 000 échanges dans la formation et l'éducation professionnelle. En plus de cela, il y aura un soutien pour la mobilité du personnel, car le personnel aussi doit être exposé aux meilleures pratiques, aux différents modes d'apprentissage et d'enseignement. Et donc ces stages seront proposés à peu près à 800 000 personnes. Il sera possible non seulement de se déplacer en Europe, mais également à l'étranger. Ting l'a dit, c'est très important. Il est bon de faire face aux grands défis que représentent les voyages à l'extérieur de l'Europe. Et à cette fin, nous offrons la possibilité à 35 000 échanges d'étudiants et de personnel pour sortir d'Europe, pour enrichir son expérience. Mais c'est important non seulement pour élargir les opportunités, mais également pour les améliorer. Nous devons garantir que l'on reconnaisse mieux ces opportunités à partir des établissements d'accueil. Avant de partir en mobilité, nous devons savoir exactement quelle sera la reconnaissance par l'établissement d'envoi. Nous améliorons la reconnaissance de l'apprentissage formel par les différents modes d'échange et nous devons assurer une meilleure assistance pour la préparation linguistique. Il est bon de faire état de différentes compétences linguistiques avant que l'on arrive à l'université ou dans une entreprise à l'étranger. Et à cette fin, pour la première fois, nous allons fournir une aide linguistique en ligne avec des tuteurs, des cours en ligne, mais également d'autres formes d'aide, soit de la part de l'organisation émettrice ou réceptrice. Mais comme nous l'avons dit, il est vital également que toute organisation jeunesse et de formation puisse combler les lacunes. C'est pourquoi nous devons réformer les modes de fonctionnement et d'enseignement. C'est pourquoi Erasmus Plus va également soutenir des partenariats, des alliances sectorielles entre écoles, entre organisations de formation professionnelle, avec les entreprises, le marché du travail, mais également les collectivités territoriales pour ouvrir des opportunités de mobilité. Et les stages doivent être intégrés au programme d'études en utilisant mieux les nouvelles technologies, en essayant de voir comment mettre en œuvre au mieux les jeunes, essayer de mieux assurer les échanges dans le cadre des programmes d'études, utiliser les MOOCs ou d'autres modes d'enseignement. Je ne peux que vous encourager à mieux utiliser les programmes existants et pour finir de vous convaincre, nous allons vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un peu mieux de quoi il en retourne.
One of the main challenges is to help education, training and youth systems to adapt to a very fast-changing world. There are very high levels of unemployment, including youth unemployment in Europe right now, but it's estimated there are something like 2 million job vacancies at the same time. And this is a really important aim of Erasmus Plus, to modernise and make sure that the teaching and learning is relevant to the skills needed today and tomorrow for the jobs we can't even begin to imagine will exist in the future. Erasmus Plus bedeutet auch mehr Geld für die Zusammenarbeit und Mobilität in Europa und über Europa hinaus. Ce qui est la clé, c'est le capital humain. Ce sont les personnes. C'est elles qui aujourd'hui vont permettre d'innover, de créer, d'entreprendre. I really believe in Erasmus. I think that it changes people's life. It changed my life and it changed the life of many of the people that I work with. And I think that you should give this opportunity to more people. Erasmus Plus s'adresse non seulement aux étudiants, mais également aux apprentis, aux jeunes, volontaires, bénévoles, aux enseignants, aux membres du personnel éducatif, aux animateurs de jeunesse et également aux personnes travaillant dans le domaine du sport. La mayoría de la gente que viene a hacer voluntariado es gente que acaba de terminar la carrera y no tienen experiencia. Yo creo que ayuda luego más tarde a enfocarte incluso a crear tus propios proyectos, ¿no? O a nuevas ideas. Dass sie die Studierenden, das Personal, ihr Verwaltungspersonal auch internationalisieren und die ganze Institution sozusagen international wird und dadurch auch mehr Möglichkeiten schafft für die Mobilität. International collaboration is vital. Your education is not just your home country, it's not even your home language. There's a big wide world out there that we can all learn from and we can all contribute to. We brengen studenten, overheden en bedrijven samen om samen een oplossing te zoeken. Door het uitwisselen van die kennis kunnen we onze eigen kracht en economie ook versterken. Right, and we have 10 more minutes to... Il nous reste encore une dizaine de minutes pour avoir votre avis. Y a-t-il des commentaires, des questions? Merci. Je m'appelle Monica, je suis lituanienne. J'ai encore une question à vous poser. Je suis au lycée, il me reste encore 1 an pour décider des études que je souhaiterais poursuivre et je me demande toujours, est-il important de savoir quelle est la renommée de mon université pour mon avenir? Est-ce que le simple nom d'université, Cambridge, Oxford, peut vraiment tout jouer pour mon avenir? Ou alors est-ce que le pays où j'aurais fait mes études sera le plus important? Encore une autre question. Pour vous, dans quelle mesure l'université qu'a fréquenté un postulant est importante? Donc le classement de l'université est-il important ou pas? Et sa renommée également. Une question très intéressante. Une autre question maintenant.
Bonjour, je me suis Elisabeth et je travaille pour une organisation qui organise des échanges dans l'enseignement secondaire. J'ai une question sur l'une des compétences que vous avez tous mentionnées, qui est essentielle pour l'avenir. Il s'agit de la compétence interculturelle qui a été évoquée par Monsieur Hans. Dans la vidéo, nous avons vu qu'Erasmus+ ne touche que 25% des personnes. J'aimerais savoir dans quelle mesure, grâce à Erasmus+, dans les 7 prochaines années, on va augmenter ce chiffre. Pour développer cette compétence interculturelle, est-ce là un des grands objectifs de l'Union européenne? Et comment allez-vous mesurer cette compétence interculturelle? C'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Donc allons-nous aller plus loin de ces 25%? Il faut savoir qu'il y a des ONG qui travaillent sur tout cela depuis très longtemps. La mobilité ne suffit pas pour apprendre, se familiariser avec une autre culture. Il faut aller plus loin de cela. Il ne suffit pas de se déplacer d'un endroit à l'autre pour avoir ces compétences interculturelles. Au contraire, on peut avoir encore davantage de préjugés. Et donc, il faut mettre l'accent sur une mobilité de qualité. Merci. Encore quelques petites questions. Bonjour, je m'appelle Christella et je représente l'ISEC en Belgique. Nous apportons la possibilité à des Belges d'avoir une expérience à l'étranger et nous accueillons également des étudiants étrangers en Belgique. J'aimerais moi aussi mettre l'accent sur la qualité de ces échanges à l'étranger. Par exemple, dans notre organisation, on met beaucoup l'accent sur le suivi. J'aimerais savoir si vous allez travailler avec les organisations pour les jeunes qui font déjà tout cela depuis de longues années. Et j'ai aussi une deuxième question pour Madame Young plus particulièrement. En tant qu'étudiant en sciences sociales, j'étudie les sciences politiques. Bon, bien sûr, le fait que nous sommes ici montre que nous voulons tous améliorer notre CV. Et même si l'on a toutes ces activités extra-universitaires, quelles sont les perspectives pour les étudiants en sciences sociales? Donc pas des ingénieurs, pas des économistes. Une fois que l'on arrivera sur le marché du travail, avec toutes ces activités extra-universitaires, le travail dans des organisations, des stages, dans quelle mesure sera-t-il possible de trouver un emploi? Je vois que certains de mes amis sont dans une situation difficile, puisque la réalité est très dure. Alors avez-vous peut-être des éléments à nous apporter à ce sujet et faire part de votre point de vue ou de vos conseils? Bonjour, je m'appelle Bartosz, je viens de Pologne. Voilà ma question. Vous avez déjà parlé de ces compétences qui sont très importantes, par exemple l'intelligence émotionnelle, comment savoir travailler avec les gens, gérer le temps, etc. Comment peut-on apprendre ces compétences aux jeunes? Comment peut-on les enseigner? C'est quelque chose dont chacun a besoin, mais c'est également très difficile à enseigner et à apprendre. Je suis d'accord sur le fait que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de passer par la pratique, mais il y a peut-être d'autres solutions pour enseigner cela aux gens. Il y a peut-être des cours particuliers bien précis que l'on pourrait avoir dans les lycées, par exemple. J'aimerais savoir quel est votre avis sur cette question.
Très bien, nous allons bientôt arriver à la fin du temps qui nous était imparti. Encore une ou deux questions, puis nous allons écouter les membres du panel. Merci. Je m'appelle Robert, je suis hongrois et j'ai une question qui est la suivante. Nous savons tous dans cette salle qu'il y a des étudiants qui sont pauvres et qui ne peuvent pas se permettre d'aller étudier à l'étranger pour acquérir cette expérience. On a parlé du nouveau programme Erasmus+. On a dit qu'il y aurait davantage de fonds alloués. Et j'aimerais savoir s'il y aura de véritables changements perceptibles, par exemple, par rapport au programme Erasmus d'origine. Donc, y aura-t-il davantage d'aide pour les étudiants plus pauvres? Merci. Bonjour, je m'appelle Katarina. Je viens de Serbie. Voilà ma question. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à employer des étudiants ou des diplômés de pays qui ne sont pas des pays membres de l'Union européenne? Est-ce que vous vous arrêtez aux questions de visa ou est-ce que vous employez vraiment, vous êtes vraiment prêt à employer ces personnes si elles ont un profil intéressant? Je vous pose la question puisque beaucoup sont prêts à laisser tomber simplement à cause de ces questions administratives. Très bien, nous allons maintenant entendre les réponses aux questions. Vous pourrez ensuite poser des questions après cette session. Vous pouvez venir les voir à la fin de ce débat. Et je leur donne maintenant la parole, à chacun leur tour, pour conclure. Qui souhaite commencer? Vanessa, peut-être. Merci beaucoup. Pour ce qui est des universités et leur renommée, c'est peut-être aux employeurs de répondre, de nous dire ce qu'ils attendent. Mais je dois dire que la semaine prochaine, il y aura la publication financé par l'Union européenne. Il s'agit en fait d'un classement multidimensionnel des universités en Europe, mais également ailleurs dans le monde, avec plus de 850 universités, 1500 facultés dans 80 pays qui feront donc l'objet d'un classement en fonction d'une trentaine d'indicateurs. Donc il y a un classement sur la base de leur performance en matière de recherche. C'est d'ailleurs un élément que l'on reprend dans la plupart des classements qui existent aujourd'hui, mais on prend d'autres choses également en compte, le transfert de connaissances vers le marché du travail, la dimension internationale, la coopération régionale. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que si l'on prend, par exemple, l'indicateur recherche interdisciplinaire qui est essentiel pour parvenir à l'innovation, on voit sur la base de ce classement que les premières universités pour cet indicateur sont des universités que l'on ne voit jamais dans les classements habituels. Donc c'est très intéressant et je vous encourage à jeter un œil sur ce classement qui sera publié. Et tout à l'heure, je laisserai Christophe et Joao compléter ma réponse. Vous avez vu des chiffres dans la vidéo, puisque certains d'entre vous avaient des questions sur les compétences présentées. Alors voilà ce que nous avons fait. C'est une étude en cours avec l'ESN notamment et puis des universités. Il y a eu des tests psychométriques chez les étudiants avant leur mobilité et après. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que la mobilité améliore les compétences linguistiques, interculturelles, la capacité de travailler avec d'autres cultures, et c'est justement ce que nous avons promu jusqu'à présent pour cette mobilité à l'étranger. Mais autre point important aussi, cela permet d'augmenter aussi de façon très important d'autres compétences personnelles comme par exemple l'esprit critique, la capacité à résoudre des problèmes. Donc là encore c'est essentiel puisque ce sont des points que nous n'avons pas vraiment promus pour l'instant dans le cadre de ces programmes de mobilité.
Et j'ai compris, suite à votre question, que vous vouliez dire qu'il ne suffit pas d'être mobile pour apprendre une langue. Il y a également cette question des interactions culturelles. Et Erasmus+ va financer encore davantage les universités pour, grâce à l'aide d'organisations comme la vôtre, les organisations que vous avez évoquées, de mettre l'accent sur le volet interculturel. Il y a une charte que ces universités vont signer et elles s'engageront à proposer cet élément linguistique et interculturel aux étudiants en mobilité. Il y a eu une autre question du représentant hongrois qui a demandé ce que l'on peut faire pour les étudiants les plus défavorisés. Nous y avons réfléchi. Et il y a par exemple le montant des bourses accordées aux étudiants. Ceux qui pourront obtenir une bourse sur la base des critères nationaux pourront avoir un complément de 200 à 300 € en plus de la bourse normale pour les aider à aller à l'étranger. Et pour ceux qui veulent faire une maîtrise entière à l'étranger, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose également que l'on veut promouvoir. L'Union européenne pourra verser des prêts d'environ 12 000 €. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'étudiant qui ne peut pas se permettre d'aller à l'étranger pour faire sa maîtrise pourra bénéficier d'un prêt, d'une banque, d'un intermédiaire financier jusqu'à 12 000 € pour une maîtrise d'1 an ou 18 000 € pour une maîtrise de 2 ans avec des taux d'intérêt bien plus intéressants que ce qui existe aujourd'hui dans les banques classiques. Bien, je vais tenter de vous répondre à certaines des questions qui ont été posées. En ce qui concerne la renommée des universités, bien sûr, nous regardons les classements qui sont publiés et nous attendons avec impatience la publication du classement qui vient de nous être présenté. Il y a d'autres choses qui sont importantes pour nous au sein de l'entreprise, mais en définitive, nous recrutons des personnes. Et donc, l'institution d'enseignement supérieur ou l'université n'est pas aussi importante que vous pourriez le penser. C'est votre personnalité qui nous importe, c'est ce que vous devez montrer. Vous devez pouvoir nous convaincre que vous êtes le bon candidat et que vous êtes la personne que l'on veut recruter. Et d'autre part, bien sûr, nous cherchons la qualité que chaque université peut fournir pour chaque programme d'études. C'est très important pour nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons une coopération très étroite avec certains instituts d'enseignement supérieur pour nous assurer que la qualité est bien là dans tous les programmes d'études qui nous intéressent. Quant à savoir comment enseigner ces compétences sociales et d'interaction, il y a un grand nombre de possibilités qui existent. De notre point de vue, il est important d'avoir des représentants du domaine professionnel dans les programmes d'études. Travailler sur des projets ensemble. Organiser des séminaires avec les représentants d'entreprises. Il y a de nombreuses possibilités. Et il faut simplement voir ce qui est le mieux pour chaque programme d'études ou d'enseignement. Et la dernière question à laquelle je souhaiterais répondre est celle qui portait sur le recrutement de diplômés qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne. Bien sûr, nous aimerions recruter ces personnes également, tant qu'il s'agit des personnes dont nous avons besoin. Mais tout dépend de la législation et des lois qui régissent le marché du travail. Et les choses ne sont pas telles que nous le souhaiterions.
On en débat avec nos gouvernements, mais également au niveau européen. On parle de ces questions. On tente de voir comment améliorer les conditions des diplômés non communautaires afin qu'ils puissent trouver un emploi dans l'Union européenne. Je vais revenir brièvement sur des points d'ordre général. Tout d'abord, les compétences interculturelles. Comment avoir ces compétences? Comment les développer? Mais ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement écouter, arrêter de parler quand les autres parlent, et c'est sans doute le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est aussi simple que cela. Être prêt à écouter les autres sans les juger. Deuxième point, les sciences sociales. Je dois dire que c'est très difficile parce que l'on doit sans cesse prouver au marché du travail que nous avons les compétences qui sont recherchées. Ce n'est pas chose facile, mais aujourd'hui, les choses ne sont faciles pour personne. Si vous n'arrivez pas à trouver un employeur qui vous acceptera tel que vous êtes, vous pouvez toujours créer votre propre emploi. Et cela concerne n'importe qui, quelle que soit la matière que vous avez étudiée. Si vous avez des questions plus précises, ah oui, encore une chose, pour les non-ressortissants de l'Union européenne, comme l'a dit Christophe, tout dépend des pays. Pour l'Espagne, il était très difficile en Espagne de recruter des ressortissants de pays autres que ceux de l'Union européenne parce qu'il y a déjà des problèmes dans le pays, mais c'est plus facile dans d'autres pays. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir à la fin du débat. Une minute, je vais essayer de me limiter à cela puisque mes collègues ont déjà abordé la plupart des points. La plupart des questions portaient sur vos préoccupations, sur les obstacles auxquels vous faites face. Encore un petit conseil que vous pouvez ajouter à tous ceux qui ont déjà été donnés. Alors oui, nous avons tous des obstacles face à nous, vous en avez identifié certains. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'ailleurs assez simple, c'est de surmonter cet obstacle en vous demandant quels sont les outils dont vous disposez, quels sont les outils dont vous ne disposez pas, mais que vous pouvez développer. Puisqu'il est plus simple de changer ce qui dépend de nous que de changer ce qui ne dépend pas de nous. Bien sûr, ce n'est pas la chose la plus agréable à faire, mais cela vous aidera. Les universités, les classements, ce qu'a dit Christophe est très vrai. Bien sûr, on regarde les classements, les universités dont proviennent les postulants à cause des compétences que ces universités peuvent apporter, mais nous avons des personnes très différentes que nous recrutons. Si votre université n'est pas tout en haut des classements, sachez bien que l'on emploie des personnes et pas une université, sans quoi on ne regarderait même pas les CV. Là encore, le message est le suivant. Quels sont les outils que je peux développer pour être employable? Sciences sociales, là encore, c'est un marché un peu difficile, mais comme l'a dit Kim, vous pouvez créer votre propre entreprise, vous pouvez prouver aux employeurs quelle est votre valeur. Il faudra peut-être un effort supplémentaire, mais vous pouvez prouver cela à l'employeur. Et il en va de même pour les ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Ils doivent se demander, voilà, comment surmonter cet obstacle? Quelles sont les choses que je peux faire?
aucune des questions ne m'était vraiment adressée, mais quelques mots en guise de conclusion. Il semblerait que le plus grand fossé que l'on peut avoir, c'est en fait le fossé qui est causé par le fait de ne pas participer au programme Erasmus+. Voilà le message à retenir. Et comme l'a dit Joao, il est temps maintenant d'étendre, d'aller plus loin et peut-être se sentir à l'aise chez soi, mais également en Europe, et voire même partout dans le monde. Voilà, je ne vais pas prendre un quart d'heure pour conclure. Simplement, je souhaite remercier les panélistes, nous pouvons les applaudir. Comme vous le voyez, les questions posées sont très intéressantes. Si vous vous posez des questions supplémentaires suite à cela, ça signifie que ce débat a été un succès. Eh bien, maintenant, vous pouvez vous rendre en ville. J'espère que vous profiterez bien de ces quelques jours à Strasbourg.